Ah, quelle belle famille cosmique. Voici Mars. Je parie que tu l'as déjà rencontré. Ces deux petits bonshommes sont Phobos et Deimos, les petites lunes de Mars. Mais il semble que Mars ne les traite pas comme il se doit. On pense que Phobos et Deimos sont des astéroïdes capturés. Toutefois, en raison de la gravité, Phobos se rapproche progressivement de Mars, et l'on prévoit qu'il finira par être détruit par la gravité de la planète dans les 35 millions d'années à venir. Je ne serai plus là à cette période. J'imagine donc qu'il en résultera un anneau de débris autour de Mars, semblable aux anneaux de Saturne. Cependant, ce processus est un phénomène naturel et non pas un acte destructif de la part de Mars. Apparemment, Phobos est en train de se faire détruire par les forces gravitationnelles folles de la planète rouge. Mais ce n'est pas tout. La surface de Phobos est parcourue de sillons parallèles bizarres. On pensait que ces sillons étaient dus à la chute d'un astéroïde. Mais les scientifiques pensent aujourd'hui qu'ils résultent en fait de l'intense gravité de Mars, qui tire la Lune vers le bas. Voilà ce qu'on appelle un voyage mouvementé. Les scientifiques ont l'idée saugrenue que lorsqu'une petite lune, comme Phobos, se rapproche trop d'une grande, comme Mars, elle commence à s'étirer vers cette dernière. C'est ce qu'ils appellent la force de marée. On prévoit que Phobos s'étire tellement qu'il se désagrège. C'est fou, non? Et les débris de la Lune formeront un petit anneau autour de Mars, tout comme les anneaux de Saturne. Certains pensaient que les rayures tigrées de Phobos étaient dues aux forces de marée. Mais cette théorie a été écartée parce que la Lune est trop duveteuse. Mais aujourd'hui, ces chercheurs de génie ont effectué des simulations informatiques et ont découvert qu'il y a probablement une coquille dure sous tout ce duvet qui pourrait créer des sillons à la surface. Mais ne t'inquiète pas, au rythme où va Phobos, il s'écrasera sur Mars dans environ 40 millions d'années. Mais si les forces de marée le déchirent déjà, il pourrait ne pas durer aussi longtemps. Cependant, nous aurons encore l'occasion d'en apprendre davantage sur Phobos. La NASA vient de sélectionner 10 chercheurs de renom, originaires de tous les États-Unis, pour faire partie de l'équipe de travail scientifique de la mission MMX, Martian Moons Exploration de la JAXA, l'agence d'exploration aérospatiale japonaise. En tant que scientifiques participants soutenus par la NASA, ils aideront la JAXA à explorer les deux lunes martiennes, Phobos et Deimos. Ils prévoient même d'atterrir sur Phobos et de prélever un échantillon de sa surface. Le lancement de la mission est prévu pour 2024 et nous mettrons la main sur cet échantillon en 2029. 7 des heureux chercheurs utiliseront les instruments de volume MMX pour mener leurs recherches. Phobos est une véritable bizarrerie. Il ne mesure que 27 km de large et orbite autour de Mars à une distance de 6000 km. Pour être plus précis, c'est bien plus près que la Lune de la Terre, qui met 27 jours à tourner autour de nous. Mais Phobos est dans une spirale de mort vers Mars et tombe lentement vers la surface de la planète à une vitesse de 6 pieds tous les 100 ans. Mais il doit y avoir une raison pour que Mars agisse aussi méchamment, non? Et si c'était par simple vengeance? D'accord, imagine un peu. Mars s'occupe de ses affaires. Elle est chaude et humide comme une jeune Terre. Elle dispose d'un champ magnétique qui la protège des radiations cosmiques et maintient une atmosphère agréable et épaisse. La vie est belle. Mais voilà qu'au moins 20 astéroïdes, chacun de la taille d'un petit pays, viennent s'écraser sur Mars comme dans une gigantesque partie de whack-a-mole cosmique. L'un d'entre eux laisse même un cratère de près de 2000 miles de large. Imagine maintenant ce que doit ressentir Mars en ayant 2 astéroïdes pour lune, et sachant ce que d'autres astéroïdes ont fait à la planète rouge. Tous ces impacts sont comme un coup de poing massif dans les entrailles de Mars, et son champ magnétique, déjà faible, est frappé de plein fouet. Le noyau surchauffe et ne peut plus circuler correctement, ce qui signifie qu'il n'y a plus de champ magnétique pour protéger la planète. C'est comme si tu ne portais rien à une profondeur équivalente à celle de la fosse des Mariannes. Si c'était possible, tu serais sans défense. Et frigorifié, c'est en gros ce qui est arrivé à Mars. La pauvre planète se retrouve donc dans le froid, sans protection contre tous ces méchants rayons cosmiques. C'est comme sortir sans crème solaire, ce n'est pas une bonne idée. Mais au moins, nous pouvons apprendre des erreurs de Mars et faire en sorte que la Terre ne subisse pas le même sort. Peut-être devrions-nous commencer à investir dans une assurance contre les astéroïdes. Mais croyez-moi, la planète rouge n'est pas du tout méchante. En fait, elle est plutôt amicale. Alors que Mars semble être assez dur envers Phobos, il y a une chose qui pourrait prospérer avec son aide. Une équipe de scientifiques a trouvé le moyen de faire pousser du riz sur Mars. Oui, tu as bien entendu. Ils ont utilisé le MMS. Pas le moyen dépassé d'envoyer des photos,
mais un sol spécial appelé Mojave Mars Simulant. Il est censé imiter le sol martien, mais voilà le hic. Le sol martien contient des sels de perchlorate qui peuvent être toxiques pour les plantes. L'équipe a donc cultivé 3 types de riz, un normal et 2 modifiés par des mutations génétiques qui les rendent plus aptes à gérer le stress comme la sécheresse ou la salinité. Et devine quoi? Les souches mutantes ont pu s'enraciner dans un sol contenant 1 gramme de perchlorate par kilogramme. Bravo à la terre martienne. Mais attends un peu. Le riz cultivé dans le MMS n'a pas donné d'aussi bons résultats que celui cultivé dans du terreau ordinaire. L'équipe a donc décidé de mélanger 1/4 du terreau avec le simulant martien, et voilà. Les plantes ont commencé à mieux se développer. Ces scientifiques ne pensent pas seulement à nourrir les martiens. Ils veulent aussi voir si leurs découvertes peuvent aider à cultiver des plantes dans des endroits de la Terre où la salinité est élevée. Le projet a démarré lorsque 2 chercheurs se sont rencontrés autour d'un café et ont décidé d'essayer de faire pousser des plantes ensemble. C'est bien, non? Mais si l'on veut cultiver du riz sur Mars, il faut faire venir des quantités folles d'eau de la Terre, car il n'est pas facile d'étancher la soif de cette plante. Tu as raison, il faut environ 1700 litres d'eau pour faire pousser une livre de riz. Mais devine quoi? Des scientifiques ont récemment fait une annonce révolutionnaire lors de la Lunar and Planetary Science Conference au Texas. Ils ont trouvé un glacier relique près de l'équateur de Mars. C'est exact, il y a de la glace d'eau sur Mars, même près de l'équateur. C'est une grande nouvelle qui pourrait signifier qu'il y a encore plus de glace juste sous la surface. Il ne s'agit pas de n'importe quel glacier, mais d'un glacier relique dont la longueur est estimée à 6 km et la largeur à 4 km. C'est la taille d'une petite ville. Il présente toutes les caractéristiques d'un glacier, y compris les champs de crevasses et les bandes de moraines. Mais attention, il ne s'agit pas de glace, mais d'un dépôt de sel qui s'est formé sur le glacier tout en préservant sa forme. Comment ce dépôt de sel s'est-il formé? Il se trouve que les matériaux volcaniques qui recouvrent la région pourraient y être pour quelque chose. Lorsque ces matériaux entrent en contact avec la glace d'eau, des sels de sulfate peuvent se former et s'accumuler pour former une couche dure et croûteuse. Au fil du temps, l'érosion a éliminé les matériaux volcaniques, exposant les sulfates et révélant les caractéristiques uniques du glacier. Ce glacier est jeune. Il date probablement de la période géologique amazonienne. Cela signifie qu'il y a eu de la glace à la surface de Mars dans un passé récent. Qui sait quels autres secrets glacés Mars cache? Mais attends un peu, il y a encore des recherches à faire. Les scientifiques doivent déterminer s'il y a encore de la glace d'eau préservée sous le dépôt de sel, ou si elle a entièrement disparu. Et s'il y a encore de la glace d'eau à faible profondeur près de l'équateur, cela pourrait avoir des implications majeures pour l'exploration humaine. Imagine que tu puisses extraire de l'eau du sol dans un endroit plus chaud. Cela changerait la donne. Voyons donc ce que ces scientifiques découvriront d'autre sur notre voisine rouge préférée. Peut-être qu'un jour, nous pourrons même visiter la statue du glacier de sel en personne. À la prochaine. Quelque chose s'approche de la surface de la planète. Il s'agit d'une boule de feu qui se rapproche de plus en plus à une vitesse phénoménale. Bientôt, il devient évident que la collision est inévitable. Bam! L'impact laisse un énorme cratère. Il vaporise des milliers de kilomètres cubes de roches solides. Et il déclenche une série de terribles catastrophes naturelles. Oui, je sais ce que tu te dis. Tu crois que je parle de la collision cataclysmique qui s'est produite il y a environ 66 millions d'années sur Terre. Tu sais, celle qui est responsable de l'extinction de la plupart des dinosaures et des 3/4 des autres formes de vie du globe. Mais non, la catastrophe dont je parle s'est produite sur une autre planète. Les scientifiques pensent que notre prochaine voisine, Mars, a connu la même catastrophe que la Terre. Cela se serait passé il y a environ 3,4 milliards d'années. La collision d'un astéroïde pourrait ainsi avoir provoqué un méga tsunami sur la planète rouge, semblable à celui provoqué par l'impact de Chicxulub sur notre Terre. Les chercheurs ont identifié un cratère d'impact sur Mars qui a probablement été laissé par la collision d'une comète ou d'un astéroïde avec sa surface. Ce corps spatial s'est vraisemblablement écrasé dans un océan situé dans les basses terres du nord de la planète Mars. L'impact a été si puissant qu'il a provoqué un immense raz-de-marée. Avant les études les plus récentes, l'emplacement exact de ce cratère n'avait pas encore été vérifié. Il n'était que théorique.
Pour le confirmer, une équipe d'astronomes a simulé l'impact d'une comète ou d'un astéroïde dans la zone où ils supposaient que se trouvait le cratère. Ils ont même baptisé celui-ci Pôle. Pôle mesure 109 km de diamètre et se trouve dans une région située à près de 120 mètres sous le niveau supposé de la mer. En tout état de cause, ces simulations ont généré plusieurs cratères de la même taille que Pôle. L'une de ces modélisations tend même à prouver que ce cratère aurait été laissé par un astéroïde de 8 km de large, qui aurait rencontré une forte résistance au sol. Une autre simulation a montré que le cratère pourrait avoir été causé par un astéroïde un peu plus petit et qui aurait rencontré une résistance au sol plus faible. Mais d'après les deux schémas, le cratère d'impact aurait eu un diamètre de près de 112 km. Et le méga tsunami provoqué par la collision se serait propagé jusqu'à 1450 km du point d'impact. Ces simulations ont également aidé les scientifiques à estimer la hauteur du tsunami. Il mesurait environ 250 mètres de haut, soit presque autant que la Tour Eiffel. Les auteurs de cette étude suggèrent également que le cratère Pôle pourrait être similaire au cratère d'impact de Chicxulub sur notre planète. La météorite de Chicxulub, telle que nous la connaissons aujourd'hui, proviendrait des confins du système solaire. Ce corps spatial mesurait au moins 10 km de diamètre et il s'est écrasé dans les eaux peu profondes de la péninsule du Yucatan. Cette collision a été si puissante qu'elle a laissé sa marque sur toute la surface de notre planète. En 2021, les chercheurs ont découvert que la collision avait causé des méga-ondulations de la croûte terrestre dans l'actuelle région du centre de la Louisiane. Une étude encore plus récente suggère que l'astéroïde aurait également déclenché un tsunami si dévastateur qu'il a arraché des sédiments du plancher océanique jusqu'à l'autre bout du monde. L'équipe scientifique a reconstitué les événements des 10 premières minutes suivant l'impact. Ce modèle a montré que l'astéroïde avait produit des vagues jusqu'à 30 000 fois plus fortes que l'un des plus grands tsunamis jamais enregistrés, celui de l'océan Indien qui a frappé l'Indonésie en 2004. La collision a déplacé une telle quantité d'eau qu'elle a généré une vague de presque 2 km de haut. C'est comme deux Burj Khalifa, soit la plus haute construction du monde, empilés l'un sur l'autre. Et bien sûr, tout cet espace vide n'est pas resté vide bien longtemps. L'océan s'est engouffré dans le cratère d'impact, mais ce faisant, il n'a fait que s'abattre sur ses rebords, ce qui a produit encore plus de vagues. Par la suite, des raz-de-marée de plus de 10 mètres de haut ont sillonné le monde à une vitesse d'1 mètre par seconde, frappant toutes les côtes sur leur passage. Imagine un immeuble de 3 étages qui se précipite sur toi. Il n'est pas étonnant que les vagues les plus importantes et les plus rapides se soient produites près de la zone d'impact, dans les eaux libres du golfe du Mexique. Celles-ci ont atteint une hauteur de plus de 100 mètres, soit davantage que la Statue de la Liberté, et se sont déplacées à une vitesse 10 fois supérieure à celle des vagues tsunami les plus éloignées. Mais revenons à la planète rouge. Certains experts pensent que ce n'est pas un, mais 2 méga-tsunamis qui auraient pu déchirer Mars. Ils pourraient avoir été déclenchés par 2 impacts de météorites qui se seraient produits à plusieurs millions d'années d'intervalle. Entre ces 2 collisions, Mars a connu une période de changement climatique, en conséquence de quoi l'eau liquide à sa surface s'est transformée en glace. En d'autres termes, le premier impact d'astéroïde a probablement entraîné des vagues d'eau liquide. Quant au second tsunami, il aura probablement été constitué d'éclats de glace. Par ailleurs, le plus gros astéroïde à avoir jamais percuté la Terre ne serait peut-être pas celui qui a mis fin à l'existence des dinosaures. Une collision beaucoup plus dévastatrice s'est probablement produite il y a environ 3,5 milliards d'années. De nouvelles preuves découvertes par les scientifiques dans le nord-ouest de l'Australie suggèrent que l'astéroïde dont nous parlons avait un diamètre de 20 à 30 km. Il aurait heurté la Terre à une vitesse phénoménale, libérant une inimaginable quantité d'énergie. Voilà qui prête à réflexion. Et si une chose pareille se produisait de nos jours ? Plus de 30 000 objets qui tournent autour de la Terre en ce moment même pourraient potentiellement s'écraser sur notre planète. La NASA considère qu'environ 1500 d'entre eux sont potentiellement dangereux. Ces roches spatiales sont les vestiges de la formation de notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Ainsi, en 2004, des astronomes ont découvert un énorme astéroïde qui s'approchait de la Terre. Les premières observations ont montré que le risque que cette roche spatiale heurte notre planète était inférieur à 3%.
Cet astéroïde a été baptisé Apophis. Il mesure plus de 365 mètres de diamètre et pèse environ 20 millions de tonnes. Il devrait traverser notre ciel le 13 avril 2029. Apophis passera à une distance de 30 000 km de la surface terrestre. Mais même si ce caillou manque notre planète en 2029, cela ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas 15 ans plus tard, en 2036. Si un tel objet nous heurtait, les conséquences seraient imprévisibles. Elles pourraient aller de l'explosion des fenêtres alentours à la disparition de la plupart des formes de vie terrestres. Ah, et ça détraquera probablement Internet. Oui, cette dernière pensée est vraiment effrayante. Mais fort heureusement, nos technologies modernes peuvent nous aider à éviter ces conséquences dramatiques. Les experts ont mis au point plusieurs moyens d'éviter qu'un scénario catastrophe ne se concrétise. Tout d'abord, nous pourrions utiliser un engin spatial pour faire dévier de sa trajectoire ce visiteur venu de l'espace. On pourrait aussi le faire exploser en 1000 morceaux. Les scientifiques pourraient également ralentir l'astéroïde à l'aide d'une concentration de lumière solaire. Enfin, on pourrait probablement l'éloigner à l'aide d'un tracteur gravitationnel. Il s'agit, dans la théorie, d'un engin spatial capable d'influer sur des objets spatiaux sans les toucher. Dans les films de science-fiction, il arrive souvent qu'un énorme astéroïde s'approche en douce de la Terre et se révèle être une très mauvaise surprise pour les astronomes. Il se précipite sur notre planète à une vitesse vertigineuse et n'est découvert que quelques semaines, voire quelques jours, avant la collision. En réalité, les scientifiques surveillent en permanence tous les objets massifs qui se trouvent dans le voisinage de la Terre. Cela signifie qu'il y a suffisamment de temps pour réagir avant que l'inévitable ne se produise. Il existe 3 types de missions que les scientifiques pourraient échafauder à court terme. Le type 0, un engin spatial lourd qui se précipite vers l'intrus avec un seul objectif, le faire dévier de sa trajectoire. Dans un pareil cas, les astronomes doivent s'appuyer sur les informations déjà disponibles. La mission de type 1 implique une sorte d'éclaireur. Il serait d'abord envoyé pour obtenir des informations plus précises sur cette roche spatiale. Ce n'est qu'ensuite que l'engin principal serait lancé. Avec des informations plus détaillées, son voyage n'en sera que plus fructueux. Si les scientifiques choisissent la mission de type 2, ils enverront simultanément un éclaireur et un petit engin spatial. Ce dernier dévierait légèrement l'astéroïde de sa trajectoire et l'éclaireur recueillerait ensuite toutes les informations nécessaires. Sur la base de ces données, l'engin spatial terminerait son travail par une seconde poussée plus précise de l'astéroïde. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, on pourrait essayer de se réfugier sous terre ou même de construire des abris au fond de l'océan. Mais dans un pareil cas, il faudrait trouver des sources d'énergie qui nous permettent de survivre pendant au moins plusieurs décennies. En outre, il nous faudrait créer un système de survie capable de nous approvisionner en air et en eau douce. De combien de personnes avons-nous besoin pour créer une nouvelle civilisation ? Non, pas sur la Terre, mais sur Mars. Et dans des conditions limitées. Si nous créons cette colonie et que nous l'envoyons sur la planète rouge, à quel problème sera-t-elle confrontée ? Comment ces gens pourront-ils survivre aussi loin de chez eux sans aucun soutien ? Une récente étude scientifique apporte un éclairage sur ces questions. Jetons-y un coup d'œil. Mars est la 4e planète la plus proche du Soleil et la 7e du système solaire en termes de taille. La planète rouge ressemble beaucoup à notre Terre. D'ailleurs, avant de devenir un désert sans fin, elle aurait même pu ressembler à la Terre actuelle. Il y a des millions d'années, il y avait de l'eau, des océans, des plantes et, qui sait, peut-être même de la vie. Ne serait-ce pas fantastique de remettre toutes ces choses à leur place ? Il n'est pas étonnant qu'on parle de colonisation de Mars depuis si longtemps. Aujourd'hui, la société SpaceX affirme que son projet de vaisseau interplanétaire pourrait acheminer 100 personnes sur Mars. Le propriétaire de l'entreprise, le milliardaire Elon Musk, a parlé de créer une flotte qui pourrait fournir un flux constant de ressources vers Mars. Mais quel est le degré de réalisme de tous ces fantasmes ? En réalité, il n'est pas très élevé. Avant d'envoyer des gens sur Mars, il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, l'exposition très forte aux radiations, les sols toxiques, la faible gravité, les basses températures et toutes sortes d'autres choses plus ou moins désagréables. Et ce n'est que le début. Il faudra au moins quelques décennies pour créer un véhicule capable d'atterrir sur Mars et d'en revenir.
Mais faisons une expérience de pensée et imaginons qu'on décide finalement de coloniser Mars. Comment les choses se passeront-elles ? Récemment, des scientifiques ont publié une nouvelle étude sur ce sujet. Cette étude s'intitule « Nombre minimum de colons pour survivre sur une autre planète ». Son auteur s'appelle Jean-Marc Salotti, professeur à l'Institut national polytechnique de Bordeaux. Son article a été publié dans la revue Scientific Reports. Comme tu l'as deviné, l'étude cherche à savoir comment on pourrait coloniser une autre planète, de combien de ressources on a besoin, comment cette colonie devrait vivre, quel genre de tâches elle devrait effectuer et combien de temps cela prendrait. Et bien sûr, la question centrale, de combien de personnes on a besoin pour tout cela. Essayons de répondre à toutes ces questions. Imaginons que nous soyons entrés dans un avenir merveilleux. Enfin, pas vraiment. Un avenir terrible en fait. Dans son étude, Salotti suggère que la vie sur Terre est menacée par un événement catastrophique. La seule façon pour l'humanité de survivre est donc d'aller sur Mars ou sur une autre planète. Dans ce scénario imaginaire, malheureusement, l'approvisionnement en provenance de la Terre a été interrompu. On a même carrément disparu. La colonie doit maintenant subvenir à ses besoins toute seule, d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'on rencontre déjà un certain nombre de problèmes. Par exemple, on ne sait pas si les habitants de la colonie travailleront bien ensemble. Vont-ils communiquer entre eux comme des êtres humains normaux ? Vont-ils partager leur temps et leurs ressources comme il se doit ? Les humains ont cette fâcheuse tendance à gâcher les choses pour les autres humains. C'est même à cause d'eux qu'il a fallu fuir sur Mars. Mais même si on oublie cet élément, qu'en est-il des questions d'organisation ? De quels équipements disposons-nous ? Avec quoi allons-nous extraire les ressources ? De quelles compétences aurons-nous besoin ? Tu sais quoi ? Qui s'en soucie ? Dans notre cas, ces choses n'ont pas d'importance. Tout ce qu'on sait, c'est que la colonie ne dispose pas de beaucoup de ressources et d'équipements initiaux, et que le facteur humain est absolument imprévisible. Les chances de survie sont donc assez faibles, mais il faut survivre d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, Salotti décrit deux choses qui auront un impact énorme sur notre survie. Ces éléments sont en quelque sorte les variables d'une équation mathématique. La première est la disponibilité des ressources locales. Il s'agit essentiellement de l'eau, de l'oxygène et de toutes sortes d'éléments chimiques utiles. Ces ressources doivent pouvoir être extraites d'une façon ou d'une autre et être faciles à utiliser. Heureusement, on ne part pas de zéro. On en sait déjà beaucoup sur Mars. Quelles sont les ressources qui s'y trouvent ? Comment peut-on les utiliser pour le maintien de la vie, l'agriculture et la production industrielle ? La colonie a de la chance, car tout cela a été étudié lors de divers séminaires et publié dans des rapports et des livres au cours des dernières années. Grâce à cela, on sait ce qui sera disponible pour notre colonie. Par exemple, on sait que des gaz peuvent être extraits de l'atmosphère et des minéraux du sol. Sur Mars, on pourrait avoir du fer, du verre et même des composés organiques. Le problème le plus important est la durée de vie de l'équipement avec lequel nos nouveaux martiens commencent. Ils devront obtenir autant de matériaux que possible avant que les outils ne se cassent. Les maintenir en bon état sera presque la tâche la plus importante. Le deuxième facteur est la capacité de production ou la vitesse de travail. On a une liste précise de choses à faire. Fabriquer des outils par exemple, et tout ça doit être fait en quantité suffisante dans les délais impartis. Selon Salotti, l'élément le plus important sera ce qu'on appelle le facteur de partage. Imagine une personne qui tente de survivre sur Mars. Elle devra accomplir toutes les tâches par elle-même. Elle devra trouver ou construire son propre système d'approvisionnement en eau potable, en oxygène et en électricité. On a eu un aperçu de ce que ça peut donner dans le film Seul sur Mars. Ça n'a pas été facile. Il n'y a jamais assez de temps et c'est trop difficile à gérer pour une seule personne. À moins d'être Matt Damon, bien sûr. C'est pourquoi on a besoin d'une colonie assez importante, ce qui permet de répartir les tâches de manière significative. Chaque personne dépense moins d'efforts, se fatigue moins, et par conséquent, l'efficacité et la rapidité du travail augmentent. C'est là que le facteur de partage entre en jeu. Il ne nous reste plus qu'à calculer ce nombre de personnes. Si par exemple, on cherche à construire quelque chose, de combien de personnes a-t-on besoin pour le faire rapidement et efficacement ? Comment peut-on optimiser le travail autant que possible ? Cela dépend des besoins de ces personnes, des ressources disponibles, de facteurs aléatoires comme la météo, etc.
Mais en général, ce nombre peut être estimé et calculé à l'aide de certaines fonctions mathématiques. Salotti décrit ces fonctions plus en détail dans son article. Tu peux le lire si ça t'intéresse. Mais pour résumer, il décrit 5 domaines qui doivent être pris en compte lors du calcul de ce nombre. Ces domaines sont les suivants: la gestion des écosystèmes, la production d'énergie, l'industrie, les bâtiments et le facteur humain. Le facteur humain comprend des éléments tels que l'éducation des enfants, les sports, les jeux, la musique, etc. En fin de compte, tout se résume à 2 choses: le temps dont on dispose et la qualité de la collaboration entre les membres de la colonie. Mais alors, quel est le résultat de tous ces calculs? En fin de compte, Salotti a découvert qu'il faudrait au moins 110 personnes pour survivre sur Mars. C'est le nombre minimal nécessaire pour créer une civilisation autosuffisante. Et il est préférable de ne pas emmener trop de monde non plus. Plus nous serons nombreux à bord du vaisseau spatial, plus il sera difficile de prédire les résultats. Après tout, comme on l'a déjà mentionné, les humains gâchent toujours les choses pour les autres humains. C'est pourquoi il est préférable de s'en tenir à environ 110 personnes. Bien sûr, il s'agit d'une estimation. Et il existe un grand nombre d'hypothèses et d'incertitudes. Mais ce chiffre est déjà très utile. Les scientifiques savent désormais quel est le nombre minimum d'habitants pour la colonisation d'une autre planète. C'est une mission très complexe et il nous faudra beaucoup de temps pour la mener à bien. Il est très peu probable que nous nous envolions vers Mars dans un avenir proche. Cela pourrait prendre plusieurs décennies, voire un siècle. Par conséquent, la meilleure solution serait de faire de notre mieux pour sauver notre Terre jusqu'à ce que nous puissions commencer à conquérir d'autres planètes. Wouch! Les tempêtes de poussière sur Mars peuvent être vraiment dingues. Elles se précipitent sur l'hémisphère sud de la planète rouge, en particulier pendant l'été. Ces tempêtes peuvent grossir et englober de vastes étendues de la planète. Comme cela s'est produit en janvier 2022. À ce moment-là, une tempête de poussière a recouvert presque 2 fois la superficie des États-Unis. Est-ce que ça pourrait être ce qui a causé la disparition d'un des robots que nous avons envoyés sur Mars? L'atmosphère et le climat sont durs sur Mars. Il s'agit principalement d'un désert avec des vents forts et des températures moyennes de moins 63 degrés Celsius. Elles descendent jusqu'à moins 140 degrés Celsius au pôle pendant l'hiver. Un atterrisseur martien doit être équipé de manière spécifique et être très robuste pour résister à ce genre de conditions. Mais les chercheurs pensaient que celui-ci serait capable d'effectuer le difficile voyage vers la planète rouge. Le 2 juin 2003, une équipe de chercheurs a préparé l'un des robots pionniers qu'ils s'apprêtaient à envoyer dans l'espace. Il s'agissait d'un petit atterrisseur compact nommé Beagle 2. Sa mission consistait à atterrir sur Mars et à rechercher ce que le monde entier cherchait depuis des décennies: de la vie sur la planète rouge. L'atterrissage était prévu le 25 décembre, mais le signal n'est jamais parvenu. L'équipe a essayé de contacter l'engin spatial, mais à un moment donné, ils ont dû accepter qu'ils ne seraient pas en mesure de le joindre. Certains ont estimé que l'atterrissage était finalement trop difficile et complexe, et que l'atterrisseur s'était probablement écrasé, mais ils n'ont pas décelé d'erreur technique. D'autres ont émis une théorie selon laquelle le module aurait pu s'empêtrer dans son propre parachute et tomber à la surface de Mars. Dans tous les cas, le Beagle 2 a été porté disparu jusqu'en 2015, lorsque la NASA a pris des photos de ce qui pourrait être les restes du module perdu. Il ne s'agissait pas seulement de débris endommagés, les composants semblaient en fait intacts. Les restes de la sonde reposaient avec ses panneaux solaires, partiellement déployés à environ 5 km du site où elle était censée se poser. Apparemment, Beagle 2 a réussi à se poser, mais son antenne radio s'est retrouvée coincée. C'est pourquoi les chercheurs n'ont pas pu le contrôler depuis la Terre ou communiquer avec lui. Mais personne ne sait exactement pourquoi c'est arrivé. As-tu déjà entendu parler d'un visage sur Mars ? Dans les années 1970, l'un des orbiteurs de la NASA a pris les célèbres images de la surface martienne qui montraient une formation ressemblant à un visage, comme tu peux le voir dans la partie supérieure de l'image. Si tu fais preuve d'un peu d'imagination, tu peux facilement voir un nez, 2 yeux, une bouche et une coupe de cheveux originale. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'un monument construit sur la planète rouge par une autre civilisation. Et que penses-tu d'autres choses inhabituelles que les gens ont trouvées sur Mars, comme le cratère du visage heureux ? On peut facilement comprendre pourquoi il porte ce surnom. Ou encore des roches de formes différentes, une crêpe, un brachiosaure ou même un poisson. Mars possède aussi une île en forme de gaufre à sa surface. C'est un élément de 2 km de large que l'on peut voir dans une zone de coulée de lave. Cela pourrait être le résultat de la lave qui a poussé cette formation par le dessous. Il semble que les astronomes aient aussi reçu des images de dunes bleues.
Il s'agit d'une mer de superbes dunes sombres que des vents violents ont sculptées en longues lignes. Elles entourent la calotte polaire nord de la planète et couvrent une région aussi grande que le Texas. Yeeha! La planète rouge est généralement connue pour ses dunes de sable brun. Alors celles-ci ont certainement été une véritable surprise. Mais en réalité, elles ne sont pas vraiment bleues. Si tu pouvais aller sur Mars en ce moment pour y jeter un coup d'œil, tu verrais que ces dunes sont brunes et oranges comme les autres. Et la photo est une image en fausse couleur. Les scientifiques utilisent souvent les fausses couleurs pour mettre en évidence les différences entre deux éléments. Par exemple, ici, c'est la différence de profondeur. Par ailleurs, la plus grande vallée sur Mars est si grande qu'elle pourrait avaler notre Grand Canyon au petit déjeuner. C'est un fascinant système de canyons de 4000 km de long, appelé Valles Marineris. Et il est 10 fois plus long que le Grand Canyon. Si on pouvait étirer ce canyon martien, il irait d'une côte à l'autre des États-Unis. Comme Mars n'a pas de tectonique de plaques active, personne ne sait avec certitude comment ce canyon s'est formé. Selon une théorie, une chaîne de volcans, Dôme de Tharsis, située à l'autre côté de Mars, celle qui comprend Olympus Mons, a courbé la croûte martienne depuis le côté opposé de la planète. Cette puissante force a provoqué des fissures dans la croûte et mis en mouvement les énormes quantités d'eau qui se trouvaient sous la surface. Cette eau a ensuite émergé et a sculpté la roche. Cette force a aussi animé les glaciers. Et il semble possible qu'ils aient créé de nouveaux chemins dans ce gigantesque système de canyons. Les volcans de la surface martienne pourraient être entrés en éruption il y a environ 50 000 ans, bien que les éruptions les plus puissantes se soient produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Mais la planète ne compte pas de volcans actifs aujourd'hui. L'essentiel de la chaleur stockée à l'intérieur de la planète pendant sa formation s'est dispersé. Donc à présent, la croûte externe de Mars est bien trop épaisse pour que la roche fondue atteigne sa surface. Mais il y a très longtemps, des éruptions ont formé des volcans gigantesques. Et ces volcans ont très probablement joué un rôle important dans la fonte des dépôts de glace, qui ont libéré des crues d'eau sur la surface martienne. Mars a une atmosphère mince, avec un volume de gaz, principalement du dioxyde de carbone, inférieur à 1% de celui de la Terre. Mais il y a 4 milliards d'années, elle était beaucoup plus chaude et humide que maintenant. Son atmosphère devait aussi être plus épaisse qu'à cette époque. C'est pourquoi elle a pu générer un puissant effet de serre et piéger la lumière du Soleil. Mars possédait aussi un puissant champ magnétique. Comme celui de la Terre, il s'était formé à cause des courants de métaux en fusion dans le noyau de la planète. Mais contrairement à notre planète, Mars a perdu son champ magnétique suite au refroidissement de son noyau. Et sans lui, la planète n'avait aucune protection contre les vents solaires, qui sont un flux de particules chargées provenant du Soleil. Le vent solaire a arraché la plupart de l'atmosphère de Mars en seulement 200 millions d'années, à peu de choses près. C'est ce qui rend ces puissantes tempêtes de poussière martienne encore plus intenses. Mars a une histoire fascinante, à en juger par les glaciers de la planète. Planète qui a probablement connu de multiples périodes glaciaires, tout comme la Terre. Une équipe de chercheurs a obtenu des images d'environ 60 000 roches martiennes. Ces roches étaient de différentes tailles et réparties un peu partout, ce qui signifie qu'elles se sont probablement formées au cours de différentes périodes glaciaires. Les glaciers recèlent aussi leur propre histoire. Qui sait quel type de gaz, de roche ou même de microbes pourrait être piégé à l'intérieur? Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années, sur Mars bien sûr, il y a de fortes chances que tu assistes à des scènes d'inondations spectaculaires. Peut-être y aurait-il même une forme de vie à la surface de la planète. Un fort impact de météorites responsable de la formation du cratère Gale sur la planète rouge pourrait être à l'origine de cette méga inondation. Après cette collision, les températures sur la planète sont devenues incroyablement élevées. Cela a provoqué la fonte de toute la glace qui était stockée sur la surface martienne à ce moment-là. L'inondation était tellement immense qu'elle a altéré la structure géologique de la surface de la planète. Elle a creusé de grandes rides et des vagues dans la roche sédimentaire. En parlant d'eau, on a remarqué que de la vapeur s'échappait de l'atmosphère de Mars. De plus, les chercheurs ont trouvé des preuves de présence d'eau à la surface de la planète. Le sol présente des stries sombres qui semblent s'agrandir en été et rétrécir en hiver. La planète compte de nombreuses vallées et rivières asséchées. Il est possible que de l'eau liquide y ait coulé autrefois. Maintenant, la plupart de cette eau pourrait être renfermée dans des calottes glaciaires ou même cachée sous la surface. De plus en plus de choses nous laissent penser que Mars a un jour été habitable. Mars est la seule planète que nous connaissions où vivent uniquement des robots. 5 rovers composent la population martienne. Il s'agit de Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner et Curiosity.
Ces robots sont là pour prendre des photos et prélever des échantillons de sol et d'air, et peut-être même trouver de la vie sur la planète rouge. Et un jour, nous les retrouverons peut-être sur Mars. Qui sait? Ah, et au fait, si tu pouvais vraiment monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années sur Mars, j'aimerais beaucoup t'inviter à déjeuner pour en parler. C'est moi qui régale. Avons-nous découvert une nouvelle civilisation? S'agirait-il d'une porte? L'habitation d'un extraterrestre? Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil par les fenêtres? Après tout, c'est l'astromobile Curiosity de la NASA qui a envoyé cette image sur Terre. Et en ce moment même, ce véhicule explore la surface de Mars. Malheureusement, les astronomes ont vite fait de gâcher notre plaisir. Ils ont affirmé qu'il s'agissait simplement d'un élément naturel du paysage martien. Plusieurs indices les ont amenés à penser qu'il ne s'agissait pas réellement d'une porte. Par exemple, elle est minuscule, à peine 1 mètre de haut. Mais cela pourrait simplement signifier que les Martiens ne sont pas très grands, objecteras-tu peut-être. Cependant, les scientifiques continuent d'insister. Cette chose qui ressemble à une porte n'est en fait qu'une ouverture, tout ce qu'il y a de plus naturel dans la roche. Et ce sont les vents et l'érosion qui l'ont créée. Si tu regardes attentivement la roche, tu remarqueras peut-être des strates, des couches minérales que l'on distingue mieux que ce qu'il y a autour, car elles sont plus dures. Ces strates plongent ici, à gauche, et un peu plus haut, à droite. Elles sont probablement apparues il y a environ 4 milliards d'années dans une rivière ou une dune exposée au vent. Et depuis leur formation, les puissants vents de la planète rouge les ont encore plus érodées. Maintenant, ce que tu vois, c'est qu'elles disparaissent à l'intérieur de la porte. Et regarde ça, tu vois ces fissures? Oui, celle-là. Voilà comment les roches vieillissent sur Mars. Cette petite grotte a probablement été formée au moment où les strates se sont fracturées. Il est possible qu'un gros rocher soit tombé, et cela a créé cette ouverture en forme de porte. Cette théorie est tout à fait plausible, parce que même si la gravité sur Mars n'est pas aussi forte que sur Terre, elle est quand même assez forte pour que ça arrive. D'ailleurs, tu vois ce rocher à droite de l'ouverture? Son arête n'est-elle pas étrangement lisse et verticale? C'est sans doute lui le coupable. Il est probablement tombé il n'y a pas si longtemps, et les vents martiens ne s'en sont pas encore débarrassés. Pourtant, les vents sur Mars peuvent être extrêmement puissants. Cette planète est célèbre pour ses intenses tempêtes de poussière. Parfois, la poussière soulevée est telle qu'il est possible de l'apercevoir depuis la Terre avec un télescope. Ces tempêtes se produisent chaque année et s'étendent sur des zones correspondant à des continents entiers. Et elles durent plusieurs semaines. Mais en plus de ces tempêtes annuelles, il en existe d'autres encore plus impressionnantes. Mais elles se produisent beaucoup plus rarement. En revanche, elles sont plus puissantes et bien plus intenses. On les appelle tempête de poussière globale, car elle recouvre toute la planète. Mais même si tu te retrouvais pris dans la tempête la plus violente de Mars, ce ne serait pas aussi terrible que tu pourrais le penser. La vitesse du vent ne dépasse pas les 96 km/h. Sur notre planète, les vents peuvent atteindre 2 fois cette vitesse lors d'un ouragan. Tu dois aussi garder à l'esprit que la densité de l'atmosphère de la planète rouge ne représente même pas 1% de celle de la Terre. Du coup, si tu voulais faire voler un cerf-volant sur Mars, il faudrait que le vent soit beaucoup plus rapide que sur Terre. Sans ça, tu ne pourrais même pas le faire décoller. En d'autres termes, même s'il y a beaucoup de vent sur Mars, il n'est pas aussi intense que sur notre planète. Au fait, tu as peut-être remarqué que j'appelle souvent Mars la planète rouge. Pourquoi ? C'est simple, notre voisine est couverte de poussière, de terre et de roches riches en oxyde de fer. C'est ce qui donne à la surface de la planète la teinte rouge qui est sa marque de fabrique. D'ailleurs, regarde, voilà la marque en question. Mais non, je plaisante. Mars est la 4e planète en partant du Soleil. C'est pas si loin de notre étoile, te dis-tu peut-être. Pourtant, c'est un monde froid et désert. La température moyenne à sa surface est de moins 63 degrés Celsius. Mais si tu visites un jour l'un de ces pôles pendant l'hiver, assure-toi de porter des vêtements chauds, parce que les températures peuvent y descendre à moins 140 degrés Celsius. En été, cependant, tu trouverais probablement le climat très agréable dans certaines régions. Les températures peuvent y atteindre 21 degrés Celsius, pas très différent de ce à quoi nous sommes habitués. Mars est l'un des corps spatiaux les plus explorés du système solaire. Pour l'instant, la NASA a envoyé 2 astromobiles afin de parcourir ces paysages rouges, Curiosity et Perseverance. Il y a aussi un atterrisseur appelé InSight et l'hélicoptère Ingenuity, que l'on surnomme affectueusement Genie. Perseverance est l'astromobile le plus avancé et le plus grand jamais envoyé sur une autre planète. Son voyage vers la planète rouge a duré 203 jours, et Genie a voyagé jusqu'à Mars accroché à Perseverance. Ça a dû être chouette. Et maintenant, je vais te dire quelque chose de très curieux. Imagine que tu sois un Babylonien et que tu vives il y a environ 5000 ans. Babylone était une civilisation de l'ancienne Mésopotamie. Rappelle-toi, tu as appris ça à l'école. Bref, ton voisin vient te voir et te demande « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Et que réponds-tu ? « C'est le jour de Mars. » Attends, quoi ?
Lorsque les Babyloniens ont créé la semaine, ils ont décidé de la diviser en 7 parties. Chaque jour a été nommé d'après un corps spatial, comme la Lune, le Soleil, Vénus et ainsi de suite. Le jour de Mars, c'était le mardi. Les Babyloniens croyaient que ces objets spatiaux influençaient le cours de leur vie. Et comme Mars était de couleur rouge, ils l'associaient à l'agressivité. C'est pourquoi le mardi, ils organisaient des cérémonies spéciales pour éviter l'influence de la méchante planète. Et c'est vrai, Mars semblera inamical à un voyageur fatigué. Son atmosphère est peu dense et son volume représente à peine 1% de l'atmosphère de la Terre, comme nous l'avons dit. En d'autres termes, il y a 99% d'air en moins pour respirer sur la planète rouge. L'atmosphère de Mars est principalement composée de dioxyde de carbone. À des concentrations aussi élevées, c'est un gaz très toxique pour nous, les humains. Et si tu cherchais de l'oxygène pour respirer sur Mars, tu serais plutôt déçu. Il n'y a que 0,1% d'oxygène dans l'air de la planète rouge. Ce n'est certainement pas suffisant pour que tu puisses y survivre. Pour le moment, Mars possède 2 lunes, Deimos et Phobos. Les astronomes pensent qu'il s'agit peut-être d'astéroïdes autrefois captés dans le champ gravitationnel de la planète. Ces lunes ont la forme de pommes de terre. La raison, c'est que leur masse est trop faible pour que la gravité leur donne une forme sphérique. Des pommes de terre, hein? On devrait peut-être les renommer purées et gratinées. Un jour, Mars aura son propre anneau, mais il faudra attendre entre 20 et 40 millions d'années. Est-ce que Sympa existera toujours? Reste à l'écoute. Les forces gravitationnelles de Mars mettront en pièces la plus grande lune de la planète, à savoir Phobos. Et ouais, elle sera véritablement réduite en purée. Certains fragments de l'ancienne lune s'écraseront alors sur Mars, et d'autres se briseront pour créer l'anneau de la planète. Cet anneau existera pendant au moins 100 millions d'années. La surface de Mars est traversée par un énorme système de canyons, connu sous le nom de Valles Marineris. On dirait un peu le nom d'une sauce pour les pâtes. S'il se trouvait sur Terre, ce canyon s'étendrait de New York à la Californie, soit plus de 4800 km. Dans sa partie la plus large, le plus grand canyon sur Mars fait 322 km, et il atteint 6 km à son point le plus profond. Si tu as encore du mal à imaginer l'ampleur de ce phénomène naturel, écoute un peu ça. Valles Marineris est 10 fois plus grand que notre Grand Canyon sur Terre. Et puisque nous parlons de choses gigantesques, voici Olympus Mons. C'est le plus grand volcan du système solaire, et il se trouve aussi sur Mars. Il est 3 fois plus haut que le mont Everest, la plus haute montagne au-dessus du niveau de la mer. Et la base d'Olympus Mons est aussi large que l'État du Nouveau-Mexique. Les scientifiques pensent qu'il a pu y avoir de l'eau sur Mars dans le passé. Qu'est-ce qui leur fait penser ça? Ils ont trouvé tout un tas d'anciens réseaux de fleuves ainsi que des dépressions lacustres à la surface de la planète rouge. En outre, sur Mars, il y a des minéraux et des roches qui ne pourraient avoir été formés que dans un milieu d'eau liquide. Mars pourrait même avoir connu de terribles inondations il y a 3,5 milliards d'années. De nos jours, il y a encore de l'eau sur la planète rouge, mais l'atmosphère de Mars est trop peu dense pour que cette eau reste sous sa forme liquide à la surface. Elle n'existe donc que sous la forme de glace. Tu peux la trouver juste sous la surface de la planète, dans ses régions polaires. Le seul endroit où cette eau est visible, c'est sur la calotte polaire nord. De plus, il arrive que de l'eau salée s'écoule le long des parois des cratères et des flancs des collines. Et il y a de minuscules quantités d'eau dans l'atmosphère de la planète. Mais elle n'est là que sous forme de vapeur. Du coup, moi, pour les vacances, je crois que j'irai tout simplement voir ailleurs. Des millions de personnes dans le monde entier sortent dans les rues et sur les toits pour observer cet étonnant phénomène cosmique. Une autre planète, juste à côté de la Lune, grosse et rouge. Au début, tout le monde est excité. Mars qui sort de nulle part a un effet étrange sur l'humanité. Tout comme la Lune peut affecter l'état psychologique et physique de certaines personnes, la visite inattendue de Mars amène les gens à se comporter de façon assez étrange. Chaque nuit, le ciel est éclairé par la lumière blanche de la Lune et la lueur rouge de Mars. Beaucoup de gens ressentent une sorte d'insomnie instantanée. Certains arrêtent même de boire du café car ils ne se sentent plus fatigués. Mars fait ressortir l'énergie, voire même un peu de sauvagerie chez les gens. Elle les fait rire davantage et rend même quelques pauvres gens fous. Ils commencent à sortir de chez eux plus souvent et à profiter de ce ciel nocturne inhabituel. Quelques jours plus tard, tout le monde peut voir ce qui se passe. Mars grossit. Les scientifiques annoncent que la planète rouge se dirige lentement vers la Terre. La collision est inévitable. Les Terriens n'ont plus que quelques années à vivre. Il y a quelques mois, un énorme astéroïde s'est écrasé sur la planète rouge avec une telle force que Mars a tout simplement quitté son orbite et s'est mis à dériver.
La probabilité que Mars se rapproche de la Terre a toujours été assez élevée. Après environ 3 secondes d'annonce, la nouvelle est devenue virale et la panique s'est installée. La situation est de plus en plus grave. Plus Mars se rapproche, plus cela affecte les gens sur le plan physique. Des centaines de vidéos apparaissent montrant des simulations de collision entre Mars et la Terre. Et il n'y a jamais de happy end. Tu veux voir ce qui va se passer ? Demande une célèbre blogueuse à ses abonnés. La Terre est presque entièrement recouverte d'eau. Et Mars n'est que poussière, sable et roches. Puis elle place une énorme pastèque au milieu de sa chambre. Du coin opposé, elle lance une boule de bowling vers le fruit et c'est un strike. Mars semble presque de la même taille que la Lune à présent. Elle est sur le point d'entrer dans l'orbite de cette dernière et elle affecte le champ magnétique de la Terre. Inondations, ouragans, tsunamis, orages puissants, c'est de pire en pire. Les animaux deviennent fous, les oiseaux ne migrent plus vers le sud, les aurores, autrefois polaires, apparaissent dans les Caraïbes. L'économie n'encaisse pas si bien la nouvelle, les gens cessent de se rendre au travail. Pourquoi continuer à travailler ? Ils veulent juste s'amuser et être avec leurs proches. Il y a assez de ressources sur la planète pour tenir jusqu'à la catastrophe. Alors, personne n'essaie de régler les problèmes de la Terre. Les vêtements, la nourriture, les voitures, les yachts, tout perd sa valeur et devient gratuit. Chaque jour, d'énormes fêtes de rue apparaissent dans le monde entier. Les gens décident de vivre leurs derniers mois dans la paix et l'harmonie. La catastrophe mondiale unit l'humanité comme jamais auparavant. Pour partir en fanfare, les terriens s'associent pour organiser un énorme concert de rock. La géante rouge qui détruit notre belle planète bleue. Oui, le rock'n'roll est la bande-son parfaite. Il y a juste assez de temps pour manger, danser, faire la fête et écouter de la bonne musique. D'immenses scènes sont installées partout sur la planète. C'est le dernier concert de chaque musicien. Pendant toute cette préparation, l'espoir apparaît soudainement. Les scientifiques ont calculé tous les événements qui se produiront lorsque Mars s'écrasera sur la Terre. Et ils ont un plan simple. Heureusement, les humains avaient déjà prévu de se rendre sur Mars, si bien qu'ils avaient commencé à construire des vaisseaux spatiaux depuis des années. Les gens n'auront pas le temps de se rendre sur une autre planète avant la collision. Mais ils pourront attendre la catastrophe juste en dehors de l'orbite de la Terre. Tu pourras t'asseoir dans une station spatiale, grignoter du popcorn, te détendre et profiter du spectacle. Lorsque la poussière retombera, il sera peut-être possible de retourner sur Terre, ou ce qu'il en reste. Après avoir pris connaissance de ce plan, les gens commencent à travailler nuit et jour pour terminer les vaisseaux, tout le monde participe. Il reste encore 2 ans avant le grand jour. Les immenses scènes de concert sont transformées en d'autres stations spatiales. Mars donne maintenant plus d'énergie aux gens et grâce à un incroyable travail d'équipe, les gens parviennent à créer des milliers de stations en quelques mois seulement. Voilà ce qui arrive lorsque 7 milliards de personnes travaillent ensemble. Fermiers, kinésithérapeutes, cuisiniers, ingénieurs, athlètes, comptables, tout le monde travaille de concert. Mars est maintenant plus proche de nous que la Lune. La géante rouge bloque le Soleil et notre planète est plongée dans l'obscurité. Il ne reste plus que quelques jours. Les gens travaillent comme des fourmis dans une colonie massive, mettant la touche finale à plusieurs centaines de milliers de stations spatiales. Il faut 4 jours entiers pour que tout le monde monte à bord. Sans compter le chargement des données essentielles, animaux, poissons, graines, plantes, légumes, fruits, jeux vidéo. La géante rouge doit entrer dans l'orbite de la Terre dans quelques jours. C'est à ce moment-là qu'elle prendra vraiment de la vitesse. Mars fait seulement un peu plus de la moitié de la taille de la Terre, mais dans le ciel, elle semble infiniment grosse. Les vaisseaux commencent à décoller. Les gens jettent un dernier coup d'œil autour d'eux, mémorisant chaque centimètre carré. Dans quelques heures, tout va changer pour toujours. Les stations s'envolent suffisamment loin pour sortir de l'orbite. 2 mondes qui entrent en collision devraient quand même avoir une bande-son. Les rockstars de chaque vaisseau organisent un festival de musique de l'espace. Au son impressionnant du hard rock, Mars entre dans l'atmosphère de la Terre et brûle une fine couche de sa propre surface. Cela libère une quantité incroyable d'énergie. Elle devient de plus en plus rapide et s'écrase dans l'océan Pacifique. Le souffle d'une énorme explosion balaie la planète entière. Tout est illuminé par les flammes et tout le monde sur les vaisseaux doit mettre des lunettes de soleil pour ne pas être aveuglé. Notre planète bleue est en train de se transformer en une boule incandescente. La poussière de Mars se mélange à l'eau de la Terre.
La force de l'impact traverse la croûte terrestre jusqu'au magma liquide et chaud. Des centaines de morceaux de Mars, dont certains ont la taille de pays entiers, flottent en quelque sorte dans l'atmosphère. La collision génère tellement d'énergie que tous les océans bouillonnent et s'évaporent. Des mers et des rivières de métal fondu se répandent maintenant sur toute la Terre. Des jours, des semaines, des mois passent. Une ceinture composée de fragments de Mars se forme autour de la Terre, comme une version ardente des anneaux de Saturne. Il faudra beaucoup de temps avant de pouvoir atterrir en toute sécurité. Mais l'humanité ne peut pas rester en vie sur les vaisseaux pendant tout ce temps. La nourriture, l'eau et l'oxygène seront épuisés au bout de quelques années. Mais les scientifiques ont déjà un plan. Les vaisseaux actionnent un interrupteur et deviennent d'immenses chambres cryogéniques. Les vaisseaux sont équipés de panneaux énergétiques et la Terre brûlante dégage beaucoup d'énergie. Largement assez pour faire fonctionner les vaisseaux pendant que tout le monde à bord fait une sieste de quelques milliers d'années. Dès que la planète se refroidira, les humains se réveilleront. Des centaines de milliers d'années passent. Un jour, des alarmes se déclenchent simultanément sur tous les vaisseaux. Les gens se réveillent lentement. Leurs corps sont épuisés, mais après quelques milliards de tasses de café, tout le monde est prêt à partir. Sur Terre, de nouveaux continents devraient s'être formés et l'atmosphère est très probablement différente. La planète a peut-être perdu son orbite d'origine, elle tourne donc à un angle différent. Les saisons telles que nous les connaissons ont disparu. Toute l'eau sur Terre s'est évaporée dans les premières heures. Mais il y avait d'énormes glaciers sur Mars, qui ont peut-être fondu lors de l'impact. Mars a peut-être partagé son eau avec notre planète. Les nuages de poussière et de saleté devraient être retombés maintenant, et le sol devrait être assez fertile pour faire pousser des choses. Tout ce magma a probablement craché un tas de minéraux et de composés chimiques utiles. Cela va être difficile, mais l'humanité doit d'une manière ou d'une autre s'adapter à la nouvelle Terre. Les gens sont prêts à tout. Tous les terriens courent vers les fenêtres les plus proches pour voir à quoi ressemble leur planète bien-aimée après tous ces siècles. Mais où est-elle? Les gens se tordent le cou, regardent la zone vide où se trouvait la Terre. L'impact de Mars a été si fort qu'il a poussé la Terre hors de son orbite autour du Soleil, et elle a disparu. Super, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un type barbu attrape une guitare et dit « On n'a plus qu'à jouer ». Le Grand Canyon en Arizona est plus grand que l'État de Rhode Island. On pourrait même y faire tenir tout Manhattan. Il est tellement énorme qu'il a son propre climat. Mais le Grand Canyon n'est pas la seule grande fissure qui existe. Valles Marineris est plus grande, beaucoup plus grande. Elle se trouve sur Mars et elle mesure presque le quart de la circonférence de la planète. Elle est 10 fois plus longue que le Grand Canyon et elle est si profonde que tu pourrais y sauter en parachute. Kasey Valles se trouve aussi sur Mars. Elle est constituée d'une série de canyons et pourrait être l'ancien théâtre d'un énorme déluge martien. Il y a d'énormes canaux et canyons partout sur la planète rouge, à l'instar du Tioux Valles, là où les chercheurs pensent qu'il y a eu une bataille épique entre l'ancienne eau martienne et la lave volcanique bouillonnante. Tu devines qui a remporté cette bataille? Ares Vallis est tout aussi impressionnant. C'est le plus long système de drainage connu. Il est peut-être bizarre de penser que Mars a d'énormes voies d'eau, des rivières et des plaines inondables. Mais à ses débuts, Mars a peut-être eu un climat chaud et humide, tandis qu'aujourd'hui, on n'y trouve que des canyons asséchés à perte de vue. Ithaca Casma ressemble à une cicatrice géante sur la lune de Saturne, Thétis. Elle est 4 fois plus longue que le Grand Canyon et environ 3 fois plus profonde. Et elle est vieille de plusieurs milliards d'années. Personne n'y a encore fait de kayak et nous n'en avons vu qu'une seule image grâce à la navette spatiale Voyager 1. La grande vallée de Mercure ferait passer le Grand Canyon pour un petit nid de poule. La navette spatiale Messenger de la NASA a été la première à prendre des photos de cette formation massive. La vallée est entourée de 2 géants, l'Enterprise et le Belgica. La plus grande lune de Pluton, Charon, possède un canyon appelé Argo Casma, et il est énorme. Même si Pluton n'est plus considérée comme une planète, elle peut toujours se vanter de son énorme canyon. Même ici sur Terre, le Grand Canyon a de sérieux rivaux. Le canyon de Yarlung Tsangpo est le plus profond du monde. Il se trouve dans l'Himalaya, au Tibet,
Certains l'appellent l'Everest des canyons. On pourrait y faire tenir un bâtiment de 2000 étages. Les gorges de l'Indus sont hautes et tortueuses. Elles se trouvent au Pakistan et on pourrait y faire tenir 3 terrains de football. L'Indus, l'un des plus grands fleuves d'Asie, passe par là et il abrite même des baleines à fanon et des marsouins. Le canyon de Colca, au Pérou, est court mais incroyablement chaotique. Il se trouve à un trajet en bus du Machu Picchu. C'est l'immense demeure du plus grand oiseau volant du monde, le condor des Andes, qui a une envergure de 3 mètres. Au Népal, occupé par la chaîne de l'Himalaya, se trouvent les spectaculaires gorges de Kali Gandaki. Personne ne sait exactement jusqu'où elles descendent, mais elles sont probablement 5 fois plus profondes que le Grand Canyon. On y trouve tout, un relief incroyable, de l'air raréfié, et c'est au milieu de nulle part. Alors attention, seuls les randonneurs expérimentés osent y entrer. Le Copper Canyon, au nord du Mexique, est le lieu de résidence d'un groupe de personnes mondialement connues qui courent des marathons ou même des doubles marathons juste pour s'amuser. On y trouve 6 canyons en tout et dans la partie la plus large se trouvent 2 des plus hautes chutes d'eau du Mexique. Le Copper Canyon a aussi l'une des plus longues tyroliennes du monde et l'un des trajets en train les plus effrayants. Alors ne regarde pas en bas. Même aux États-Unis, il y a un canyon moins connu mais plus profond que le Grand Canyon. Il s'agit du Hells Canyon et il se trouve à la frontière entre l'Oregon et l'Idaho. Il a été creusé par la Snake River. Le Hells Canyon abrite la chaîne des Seven Devils. Le Kings Canyon se trouve dans le parc national de Yosemite. Il est environ 1,5 fois plus profond que le Grand Canyon. À proximité se trouve le 2e plus grand arbre de la Terre, le General Grant. Le plus grand canyon d'Australie est le Capertee Canyon et tu peux être payé pour y aller. En quelque sorte. Quelques cyclistes et campeurs chanceux ont trouvé au fil des ans des pierres précieuses sur les rives de la rivière Capertee. Si tu as de la chance, tu verras aussi de l'art rupestre vieux de 2000 ans. Les gorges du Saut du Tigre semblent tout droit sorties d'un conte de fées, mais elles sont tout à fait réelles, très profondes et assez effrayantes. La légende dit qu'un tigre était poursuivi, et oui, il a sauté par-dessus la rivière, se trouvant au fond des gorges, avec un peu d'aide d'un rocher parfaitement placé en plein milieu de la rivière. La vallée du Grand Rift est 15 fois plus longue que le Grand Canyon. Mais alors elle fait 1000 milliards de kilomètres de long. En tout cas, elle traverse pas moins de 2 continents et abrite une trentaine de lacs. Elle est même visible depuis l'espace, alors si tu flottes un jour dans le cosmos, jette un œil dessus. Le canyon de Cotahuasi est profond, très profond. On peut y faire du rafting, du kayak, de la randonnée, et apparemment, les moustiques y sont aussi assez extrêmes. Il y a un canyon au Tibet qui détient certainement un record du monde. Essaie de chercher le canyon de Polung Tsampo. Aucune image n'apparaît? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Oui, probablement juste une rivière. Le canyon du Chicamauca, en Colombie, est à peu près aussi profond que le Grand Canyon. Les sports extrêmes sont les activités phares de cet endroit. La tyrolienne, le canoë, le parapente, même leur téléphérique est extrême. Le trajet dure 25 minutes et c'est très vertigineux. Sous le Groenland se trouve le Grand Canyon du Groenland, qui s'étend sur des centaines et des centaines de kilomètres. L'eau provenant de la fonte des icebergs coule à travers le canyon. C'est d'ailleurs la NASA qui l'a découvert. Il y a un canyon absolument énorme en Antarctique, mais le seul problème, c'est qu'on ne peut pas le voir. Apparemment, il y règne un froid glacial et il est tout blanc. Les océans peuvent aussi se targuer de majestueux canyons. Le Zemchug Canyon, au large de l'Alaska, est l'un des plus grands canyons sous-marins et il abrite des phoques, des dauphins et des baleines. Le canyon sous-marin le plus profond du monde est environ 6 fois plus profond que le Grand Canyon. C'est la fameuse fosse des Mariannes. Si tu arrives au fond, tu battras le record du monde de la plongée la plus profonde. Le Grand Canyon des Bahamas est une autre merveille sous-marine. Tu pourrais y empiler plusieurs Empire State Building et tu ne les verrais jamais dépasser de la surface. La baie de Monterey est plutôt relaxe, mais son canyon ne l'est pas. On y trouve entre autres des poissons lanternes, des calamars, des tortues de mer, des poissons de roche et des loutres de mer. Oh, et des milliers de méduses. Alors fais attention à ne pas trop te faire piquer. Il y a aussi le varech géant, une algue qui peut pousser jusqu'à 30 mètres de long. L'Hudson Canyon s'étend du port de New York jusqu'à la mer et il est très sale.
Bien sûr, il y a des formations de corail et d'éponges en haute mer, mais il y a aussi tout un tas de déchets et de boues d'épuration qui recouvrent le fond. Le canyon d'Aviles se trouve au large des côtes espagnoles. C'est l'un des canyons sous-marins les plus profonds du monde et c'est l'un des rares endroits où vivent des calamars géants. Il est célèbre pour son corail blanc et le fait qu'il y fasse incroyablement froid. Le canyon de Bremer, en Australie, est sous-marin, massif et dangereux, surtout si tu es un calamar géant. Car tu seras alors le casse-croûte préféré de l'épaulard local, une énorme baleine à l'appétit monstrueux. Le canyon de Bremer est une destination touristique majeure de nos jours, surtout pour ceux qui veulent prendre une photo de la centaine d'orques qui y vivent. Le canyon de Nazaré se trouve au large des côtes portugaises. C'est le plus grand canyon sous-marin d'Europe et sa profondeur est d'environ 5 km, ce qui équivaut à 6 des plus hauts bâtiments du monde empilés. Il est à l'origine de la formation de gigantesques vagues déferlantes, c'est pourquoi il est devenu un paradis pour le surf de grosses vagues. Le système du rift arctique canadien est énorme. Il s'étend de la mer du Labrador à l'archipel arctique et il relie les océans Arctique et Atlantique. Il faut savoir que le Groenland était encore pressé contre le Canada il y a quelques millions d'années. Grâce à ce système de failles, le Groenland s'est lentement éloigné. Pense à l'immensité du Canada si on y ajoutait le Groenland. Tu te réveilles dans ton logement ultramoderne. Tu sors sur le balcon et tu admires au loin l'incroyable tempête de sable. Le mur ocre s'approche et a déjà atteint le parking où se trouve ta brillante fusée Starship. Quand la tempête se calme, tu enfiles ta combinaison spatiale, tu montes dans ton rover et tu te rends au boulot. Ton travail consiste aujourd'hui à surveiller les instruments de l'usine d'extraction d'eau douce. Le soir, ton service se termine et tu rentres chez toi. Le robot de cuisine a déjà préparé le dîner. Des frites à base de pommes de terre qui poussent ici même, sur Mars. Ce scénario pourrait se réaliser dès 2050, et même plus tôt. Elon Musk prévoit d'envoyer 1 million de personnes sur Mars d'ici là. C'est très ambitieux, et incroyablement difficile à réaliser. Voler vers Mars est très coûteux et très long, et se déroule en plusieurs étapes. Dirigeons-nous vers la rampe de lancement, où le premier vaisseau est en train d'être préparé pour le décollage. La fusée se compose de 2 parties. La première est le propulseur super lourd. Il aidera le vaisseau à surmonter la gravité de la Terre et à quitter notre planète. Il doit amener le vaisseau en orbite, puis se désamarrer et atterrir sur la Terre. À ce moment-là, le vaisseau doit rester en orbite, ayant consommé presque tout son carburant au décollage. L'étape suivante consiste à ravitailler le vaisseau en orbite. Le propulseur décolle à nouveau de la plateforme de lancement et transporte le carburant pour le vaisseau spatial principal. Le vaisseau est encore vide car il ne faut pas dépenser trop de carburant pour le sortir de l'orbite. C'est donc au tour d'une autre fusée d'appoint de transporter un autre chargement pour le Starship. La nourriture, les matériaux de construction et le matériel de recherche sont empilés dans la soute. Enfin prêt, notre vaisseau spatial entame son long périple vers Mars. Pour le moment, seul un vaisseau est prévu pour être lancé. Mais il ne peut contenir que 100 personnes, alors qu'il est prévu d'en envoyer 1 million. C'est presque la moitié de la population de Paris intramuros. Cela signifie que nous aurons besoin d'au moins 10 000 vaisseaux pour toute la mission. Et d'encore plus de fusées d'appoint pour faire le plein et envoyer des cargos en orbite. Si l'on considère qu'un vaisseau coûte environ 8 milliards de dollars, cette mission coûterait une sacrée jolie somme. La clé pour résoudre ce problème est la réutilisation de ces vaisseaux. Une fois que le vaisseau a livré ses passagers sur Mars, il doit être ravitaillé en carburant et renvoyé sur Terre pour le prochain chargement. Une sorte de bus spatial en somme. Un autre problème est le temps. Les orbites de la Terre et de Mars ne sont pas parfaitement circulaires. Elles sont de longueurs différentes et font des rotations autour du Soleil à des vitesses différentes. Lorsque la Terre et Mars sont les plus éloignées l'une de l'autre, la distance entre elles est d'environ 400 millions de kilomètres. Et la distance la plus courte, lorsque la Terre est parfaitement entre le Soleil et Mars, est de 55 millions de kilomètres. C'est notre objectif. La Terre et Mars se rencontrent à cette distance une fois tous les 26 mois. Et c'est donc le moment idéal pour lancer une fusée afin de réduire au maximum la durée du vol, entre 6 et 8 mois. Si le premier vol est prévu pour 2025 et que nous envisageons de terminer la mission en 2050, nous n'aurions que 12 fenêtres de vol de ce type. Nous devrions donc lancer au moins 833 vaisseaux dans chaque fenêtre. Ensuite, il y a l'apesanteur.
Lors d'un voyage vers Mars, les gens passeront plus de temps en apesanteur que les astronautes passent actuellement sur la Station spatiale internationale. Sans gravité, leurs muscles s'affaiblissent. Même la distance entre leurs vertèbres augmente légèrement. Ainsi, pendant les missions, les astronautes grandissent un peu. Tout au long du voyage, l'équipe devra s'entraîner constamment dans le gymnase pour être prête pour le dur labeur de l'arrivée sur Mars. En plus des vaisseaux avec des passagers à bord, il faudra aussi des vaisseaux de fret. Lorsque les gens arriveront sur Mars, ils devront construire une ville entière à partir de rien. Matériaux de construction, outils, machines, la masse de cargaison qu'un Starship peut emporter à bord est d'environ 75 tonnes. Cela équivaut à environ 30 véhicules de type SUV. Nous aurons donc besoin de beaucoup plus de vaisseaux pour obtenir tout ce dont nous avons besoin, et cela double le coût de toute la mission. Mais il y a un moyen moins cher de se rendre sur Mars, une station passerelle sur la Lune. C'est un peu comme l'ISS, mais en orbite autour de notre satellite naturel. Elle aura aussi de nombreux modules pour les astronautes. Des plateformes d'habitation, de stockage, des quais pour les vaisseaux et des unités de recherche. Le fait est qu'il est beaucoup plus facile pour un vaisseau spatial de se lancer depuis une telle station, car il n'y a pas de gravité. Et puis le vaisseau n'a pas besoin d'utiliser une quantité incroyable de carburant pour quitter l'atmosphère terrestre. Il a fallu environ 150 milliards de dollars pour construire l'ISS. Et la construction de la passerelle pourrait être encore plus coûteuse, mais cela devrait nous permettre d'économiser de l'argent à l'avenir. Le petit vaisseau spatial Orion transportera les astronautes de la surface de la Lune à la station. Ensuite, après une préparation, les astronautes feront un long voyage vers Mars. Maintenant, avançons un peu dans le temps. Les premiers vaisseaux ont livré leur chargement à la surface de la planète rouge. Les parasols et les chaises longues devront attendre car il est temps de construire la ville et de préparer l'arrivée du prochain groupe de passagers. La priorité numéro 1 est l'énergie. Pour cela, nous pouvons utiliser des panneaux solaires comme sur Terre ou des centrales nucléaires. L'étape suivante consiste à construire des maisons. En raison de l'absence d'atmosphère sur Mars, rien ne nous protégera des radiations du Soleil. Une bonne option est donc de construire des maisons sous terre. Maintenant, il faut s'occuper de l'extraction de l'eau. Il y a des calottes glaciaires au pôle de Mars. On peut donc y puiser de l'eau. Ensuite, l'oxygène. Les plantes peuvent nous y aider. Il y a beaucoup de dioxyde de carbone dans l'air de Mars, qui sert en quelque sorte de nourriture aux plantes vertes. Et elles vont en échange libérer de l'oxygène. Tout ce que nous avons à faire, c'est de collecter cet oxygène et de l'utiliser pour respirer. Tôt ou tard, la nourriture que nous apporterons avec nous s'épuisera. Nous devrons donc faire pousser de la nourriture directement sur Mars. Cela nécessite des engrais et des serres. Maintenant que tout le reste est réglé, la tâche principale est de produire du carburant. Nous en avons besoin pour les véhicules et pour que les fusées puissent rentrer sur Terre. Le carburant peut être extrait du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et de l'eau. Tout cela va devoir se faire dans des conditions totalement inconnues. La gravité sur Mars est 3 fois plus faible que sur Terre. Tu peux sauter plus haut et soulever des objets plus lourds. Mais une exposition prolongée à une gravité aussi faible peut aussi nuire à ton corps. Maintenant qu'il y a une ville entière à la surface de la planète, il est temps de transformer Mars en quelque chose de plus confortable, ressemblant à la Terre. C'est ce qu'on appelle la terraformation. Nous devons augmenter la pression dans l'atmosphère afin que l'eau puisse y exister non seulement sous forme de vapeur ou de glace, mais aussi sous forme liquide. Nous devons également augmenter la température à la surface. Notre objectif est une moyenne de 20 degrés Celsius. En ce moment, on est plutôt autour de moins 63 degrés Celsius. Il nous faut aussi une couche d'ozone, comme sur la Terre. Elle doit nous protéger du rayonnement solaire. Enfin, nous pouvons commencer à créer la biosphère. C'est l'ensemble des organismes vivants, des plantes et des animaux. Petit à petit, Mars commencera à ressembler à la Terre dans ses meilleures années. Pour tout cela, les scientifiques ont trouvé de nombreuses solutions. Par exemple, un grand astéroïde pourrait être largué à la surface de Mars. Cela réchaufferait l'atmosphère et y apporterait plus d'eau et de gaz. La planète pourrait aussi être peuplée de différentes bactéries. Dans les laboratoires sur Terre, les scientifiques ont simulé les conditions à la surface de Mars et ont réalisé que de nombreuses bactéries peuvent y survivre. Tant qu'elles vivent, elles peuvent libérer de l'oxygène et d'autres gaz dans l'air. De plus, nous pourrons construire des biodômes. Il s'agit d'une sorte de serre avec des conditions favorables.
la vie s'y développera et le sol de Mars deviendra progressivement propice à la vie. L'une des solutions les plus simples est l'effet de serre. Sur Terre, il contribue au réchauffement de la planète. Mais sur Mars, les émissions de gaz des voitures et des usines peuvent contribuer à créer une atmosphère. De façon optimiste, il pourrait falloir 300 à 1000 ans pour changer la face de la planète rouge. D'autres scientifiques affirment que cela prendra des millions d'années. Ce n'est qu'alors que les humains pourront enfin enlever leur combinaison spatiale et leur masque à oxygène et se sentir sur Mars comme chez eux.